Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à une question qui je pense nous touche tous, de près ou de loin. Ces pressions invisibles, ce poids qu'on ressent parfois au travail. On va entre les mains une série d'articles du Journal international de recherche syndicale publié par l'Organisation internationale du travail. C'est ça. Ils utilisent un terme un peu technique, les risques psychosociaux, ou RPS, mais bon, derrière ce jargon se cachent des réalités très très concrètes. Le stress chronique, l'épuisement, le sentiment de ne plus y arriver, quoi. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ce phénomène. On va voir comment la mondialisation et puis surtout la numérisation ont transformé notre rapport au travail. En bien ou au mal. Souvent pour le pire, malheureusement. On va parler du coût humain, bien sûr, mais aussi économique. Et surtout, on va essayer de comprendre ce qui marche pour y remédier. Oui. Parce que l'idée centrale de toutes nos sources, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un problème individuel, mais c'est bien un enjeu d'organisation collective. C'est un point crucial, ça. On entend tellement de discours sur la résilience, comme si c'était à nous de mieux encaisser. Tout à fait. Mais bon, plongeons dans le vif du sujet. Pour commencer, qu'est-ce qu'on met exactement derrière ce terme, risque psychosocial ? Alors, c'est la première brique, et elle est essentielle. Les sources insistent sur une distinction très claire. D'abord, il y a le danger. Le danger. Le danger, c'est un aspect de l'organisation du travail qui a le potentiel de causer un dommage. Pensez à une charge de travail écrasante, des délais impossibles à tenir, ou un manque total d'autonomie sur ses tâches. D'accord, donc le danger, c'est la cause. C'est la situation de travail elle-même. Précisément. Ensuite, on a le risque. Le risque, c'est la probabilité que ce danger se matérialise et affecte la santé physique ou mentale d'une personne. D'accord. Et enfin, il y a la conséquence. Et c'est là que le stress intervient. En fait, le stress n'est pas le risque, c'est la réponse. Ah oui. C'est la réponse de notre corps et de notre esprit à un déséquilibre qu'on perçoit entre les exigences et les ressources qu'on a pour y faire face. C'est une distinction fondamentale. Le problème, c'est pas le stress en soi, qui est une réaction humaine normale. Non, bien sûr. Mais ce sont les conditions de travail qui le provoquent de manière chronique. Alors, de quel danger on parle concrètement ? Les sources en identifient une dizaine qu'on peut voir comme une sorte de checklist de la toxicité invisible. Ce ne sont pas forcément des actes de malveillance, mais des choses plus insidieuses. On peut les regrouper en deux grandes familles. La première, c'est tout ce qui touche au contenu du travail. C'est-à-dire les tâches qu'on fait au quotidien. Oui, voilà. Par exemple, la charge et le rythme de travail. Avoir trop de travail, c'est un danger, mais ne pas en avoir assez, ou avoir un travail sous-stimulant en est un autre. Ah d'accord. Le vrai poison, selon les sources, c'est souvent le manque de contrôle sur ce rythme. C'est l'impression d'être le passager de sa propre journée de travail. Je vois. Il y a aussi la conception des tâches. Un travail hyper répétitif, fragmenté, qui n'utilise pas nos compétences et qui finit par sembler dénué de sens. Et enfin, l'aménagement du temps de travail. Des horaires imprévisibles, des journées à rallonge, le travail de nuit. Ça, c'est pour le travail en lui-même. Mais j'imagine que l'ambiance, les relations avec les autres, ça joue un rôle tout aussi important. C'est la deuxième grande famille de dangers, oui, liée au contexte du travail. Et c'est souvent là que les choses se corsent. On parle du manque de clarté dans son rôle, ne pas savoir ce qu'on attend vraiment de nous, de l'absence de perspective de carrière. Le sentiment d'être dans une impasse. Exactement. Et bien sûr, les relations conflictuelles, avec les collègues ou la hiérarchie. Mais un point qui revient sans cesse dans les articles, c'est le déséquilibre entre les efforts qu'on fournit et la reconnaissance qu'on obtient. Et pas que financière, j'imagine. Ah non, surtout pas. La reconnaissance, c'est aussi le respect, l'estime, le simple fait de dire « bon travail ». Quand ce déséquilibre est constant, il est dévastateur. En écoutant cette liste, on se rend compte que beaucoup de ces éléments sont devenus presque normaux dans certains secteurs. On a banalisé le danger, en fait. On l'a complètement banalisé. Et j'imagine que les conséquences, elles, ne sont pas banales du tout. Absolument pas. Les conséquences sont très visibles et très coûteuses. Sur le plan de la santé, les études citées sont formelles. L'exposition prolongée à ces dangers est directement liée à une augmentation des maladies cardiovasculaires. Ah oui, quand même. Le stress chronique épuise le système, tout simplement. On voit aussi grimper en flèche les troubles musculo-squelettiques, le fameux mal du siècle. Le mal de dos, les tendinites. Exactement. Le lien n'est pas toujours évident, mais un corps qui est tendu par le stress, c'est un corps qui finit par souffrir physiquement. Et il y a bien sûr le burn-out, l'épuisement professionnel, un terme qu'on entend partout maintenant. Oui, et les sources soulignent bien que c'est un véritable syndrome, avec 3 dimensions.
l'épuisement émotionnel, La dépersonnalisation, la dépersonnalisation, c'est-à-dire devenir cynique, détaché de son travail, des gens avec qui on travaille, et puis une perte du sentiment d'accomplissement. d'accord. Et les articles notent d'ailleurs que les femmes sont particulièrement touchées. Ça s'explique en partie par le double fardeau, la charge professionnelle à laquelle s'ajoute encore trop souvent la majorité de la charge mentale et domestique. On parle de santé physique, mais l'impact mental est sans doute encore plus direct et massif. C'est le plus documenté. Le risque de développer une dépression peut être multiplié par 4 chez les travailleurs exposés à un stress professionnel intense. Par 4, c'est énorme. C'est énorme. Et dans les cas les plus tragiques, les plus extrêmes, les sources évoquent un lien avec les suicides liés au travail. C'est un phénomène très difficile à quantifier précisément, mais son existence est une alerte rouge sur la gravité du problème. C'est glaçant. Et pourtant, on a souvent l'impression que du point de vue de l'entreprise, mettre la pression est vu comme un mal nécessaire pour la productivité. Le cliché du management à la dure qui obtiendrait des résultats. C'est une vision non seulement cynique, mais surtout à très court terme. Et les sources démontrent que c'est une erreur de calcul fondamentale. Ah bon ? Pour les entreprises, les RPS se traduisent d'abord par une hausse de l'absentéisme, bien sûr. Mais il y a un phénomène encore plus pernicieux, le présentéisme. Le présentéisme, c'est le fait d'être là sans être là ? C'est exactement ça. Les employés sont physiquement présents, parfois même sur des horaires étendus, pour montrer qu'ils sont engagés. Oui, pour faire bonne figure. Voilà. Mais leur esprit est ailleurs. Ils sont épuisés, démotivés, incapables de se concentrer. Leur productivité est en chute libre, la qualité de leur travail se dégrade, la créativité disparaît. C'est une perte sèche pour l'entreprise au final. Une perte sèche. À cela s'ajoute une rotation du personnel plus élevée, ce qui coûte une fortune en recrutement, en formation, en perte de savoir-faire. Pousser les gens à bout économiquement, ça n'est jamais une stratégie viable à long terme. Et l'un des grands accusés dans l'accélération de ce phénomène, c'est la technologie. Elle était censée nous libérer, nous offrir plus de flexibilité, mais les articles dressent un portrait bien plus sombre. C'est le grand paradoxe de la numérisation. D'un côté, oui, plus d'autonomie potentielle, la possibilité de télétravailler. Ce qui peut être un avantage. Bien sûr, mais de l'autre, on assiste à une intensification du travail sans précédent et à l'émergence d'une culture de la disponibilité permanente. La frontière entre la vie pro et la vie perso s'est complètement dissoute pour beaucoup de gens. Votre bureau vous suit partout, dans votre poche. Une enquête allemande, citée dans les textes, est très parlante. Pour 78% des comités d'entreprise interrogés, l'intensité du travail a augmenté avec les outils numériques. Les sources vont même jusqu'à parler de violences psychosociales structurelles liées à la technologie. Le mot violence est très fort. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ce qui est fascinant et inquiétant ici, c'est l'idée que la technologie n'est pas neutre. La manière dont elle est utilisée peut devenir un agent de violence. Une violence invisible ? Exactement. Pas une violence physique, bien sûr, mais une pression constante, une surveillance de tous les instants qui mine nos capacités cognitives et notre dignité. On parle de la surveillance électronique des performances, où chaque clic est mesuré, chaque pause est chronométrée. On pense immédiatement aux entrepôts d'Amazon, où les employés sont suivis à la seconde près. C'est de ça dont il s'agit, hein ? C'est l'exemple le plus emblématique cité dans les sources, oui. Des scanners qui mesurent le temps entre deux colis, des algorithmes qui calculent des taux de productivité et qui peuvent envoyer des avertissements, voire déclencher des licenciements de manière automatisée. Sans intervention humaine. C'est ça. On retire toute l'humanité de l'équation. Il n'y a plus de place pour le contexte, pour une mauvaise journée, pour une difficulté personnelle. L'employé n'est plus une personne, il est une série de données à optimiser. C'est terrifiant. Et ça ne se limite pas aux entrepôts, j'imagine. Non, ça se diffuse. Les articles évoquent aussi l'émergence des technologies portables au travail, des bracelets connectés qui mesurent l'activité physique, le sommeil, les interactions. Voir le niveau de stress. Exactement. L'intention affichée est parfois le bien-être, mais la dérive vers la surveillance est évidente et pose d'énormes questions éthiques et de vie privée. Ce management par l'algorithme crée un stress constant, une perte totale d'autonomie et un profond sentiment de déshumanisation. Ce qui est frappant dans tout ça, c'est que face à ces pressions, on n'est pas tous égaux. Un des articles se concentre sur les facteurs de vulnérabilité en France, et ça montre bien que le risque est loin d'être le même pour tout le monde. En effet, la vulnérabilité est souvent à l'intersection de plusieurs facteurs. C'est rarement une seule chose. Les sources parlent d'abord de facteurs identitaires. Comme le genre, par exemple. Oui. Les femmes sont plus exposées à la discrimination liée à la grossesse ou à la maternité, ou encore aux violences sexistes et sexuelles. L'âge est aussi un critère majeur.
Les plus jeunes sont jugés inexpérimentés et corvéables, tandis que les seniors sont perçus comme moins productifs, moins adaptables. Et à cela s'ajoutent des discriminations plus systémiques. Oui, liées à l'état de santé, au handicap, à l'origine ethnique, à l'orientation sexuelle. Autant de facteurs qui peuvent transformer un environnement de travail difficile en un environnement hostile. Il y a aussi des facteurs plus structurels, qui tiennent au type de contrat ou au statut dans l'entreprise. Absolument. Ce sont les facteurs socio-économiques. La précarité dans le contrat court, d'un temps partiel subi ou le statut de travailleur immigré augmente considérablement la vulnérabilité. Pourquoi ? Parce que ces travailleurs ont moins de pouvoir de négociation. Ils ont plus peur de perdre leur emploi et sont donc plus susceptibles d'accepter des conditions de travail pénibles. Leur position est structurellement plus fragile. Et enfin, le métier lui-même peut être un facteur de risque. Oui, et les sources donnent des exemples très forts. Il y a les métiers en contact permanent avec un public, surtout un public en détresse, comme dans la santé, le social, l'éducation. Ils sont en première ligne. Exactement. Mais un autre exemple marquant est celui de la sous-traitance, avec le cas des intermittents du nucléaire. Les intermittents du nucléaire, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des travailleurs employés par des sous-traitants qui effectuent les tâches de maintenance les plus dangereuses et les plus exposées aux radiations dans les centrales nucléaires. Ah ouais. Ils prennent les risques les plus élevés, mais n'ont ni le statut, ni la protection, ni les avantages des employés directs du grand groupe qui possède la centrale. C'est ce que les sources appellent une externalisation du risque. L'entreprise donneuse d'ordre se décharge du danger sur des travailleurs plus précaires. Voilà, c'est la double peine. Le tableau est assez sombre. Face à tout ça, la question qui brûle les lèvres, c'est « que faire ?» On peut avoir un sentiment d'impuissance. Et c'est là que le message de toutes les sources converge de manière très forte. La réponse est collective, pas individuelle. Ce n'est pas « apprenez à méditer ». Surtout pas. Ça, c'est culpabiliser la victime. Non, il s'agit de s'attaquer aux causes, l'organisation du travail elle-même. Et pour ça, l'outil principal, c'est le dialogue social entre gouvernement, employeurs et syndicats. On sort de la sphère individuelle pour entrer dans celle du politique et de la négociation. Est-ce qu'on a des exemples concrets d'actions qui ont porté leurs fruits ? Oui, heureusement. Au niveau international, l'OIT pousse pour que les conventions sur la santé et la sécurité incluent explicitement la santé mentale. Au niveau européen, des accords cadres ont été signés. Sur le stress, le harcèlement ? C'est ça, et ils servent de base aux négociations dans chaque pays. Mais l'exemple le plus marquant, c'est sans doute celui de la France après la vague de suicides chez France Télécom, devenue Orange, dans les années 2000. Je me souviens, ça avait été un choc national. Un électrochoc. Ça a mis le sujet des risques psychosociaux sur la place publique et a forcé une prise de conscience. Ça a pris des années, mais cette crise a été un des catalyseurs qui ont mené, bien plus tard, à l'inscription du droit à la déconnexion dans la loi française. D'accord. C'est la preuve qu'une mobilisation et un drame peuvent, à terme, aboutir à des changements législatifs concrets qui protègent tous les salariés. Le droit à la déconnexion est une avancée majeure, c'est sûr. Mais est-ce que dans la pratique, ça change vraiment les choses ? On peut inscrire une loi, mais changer une culture d'hyperdisponibilité, c'est une autre affaire, non ? C'est une excellente question, et les sources sont nuancées. Une loi ne suffit pas si la culture d'entreprise ne suit pas. La loi crée un cadre, un rapport de force plus équilibré, mais la vraie bataille se joue au niveau de chaque entreprise. D'accord. C'est pourquoi les articles insistent sur une liste d'actions très concrètes. Assurer des effectifs adéquats pour éviter la surcharge chronique, donner de l'autonomie aux travailleurs, fixer des délais réalistes. En somme, réintroduire du bon sens et de l'humain dans l'organisation. Exactement. Et être proactif. La clé, c'est la prévention primaire. Identifier les dangers en amont et les éliminer à la source. Et pour ça, il est indispensable d'impliquer les travailleurs et leurs représentants. Ce sont eux les experts de leur travail. Bien sûr, ce sont eux qui savent le mieux où se situent les problèmes. On ne peut pas prévenir les RPS depuis un bureau de direction déconnecté de la réalité du terrain. Nous voilà donc au terme de cette exploration. On a défini ces fameux risques psychosociaux, non pas comme une faiblesse individuelle, mais comme le résultat de dangers bien réels dans l'organisation du travail. On a vu le coût énorme pour notre santé, comme pour l'efficacité des entreprises. On a aussi vu comment la technologie pouvait être un accélérateur de ces risques en brouillant les frontières et en permettant une surveillance accrue. Et on a compris qu'on n'est pas tous égaux face à ces pressions. Oui, la précarité et les discriminations aggravent la situation. Mais surtout, on a vu que des solutions existent. Elles ne sont pas simples, mais elles sont claires. Elles passent par le dialogue, la négociation et la prévention. Ce qui nous ramène à notre point de départ et à une dernière pensée à méditer.
Toutes les sources martèlent ce point. Le problème réside dans le travail, pas dans le travailleur. Et c'est peut-être la question la plus importante à se poser. À une époque où on nous vend des applications de méditation, des coachs en bien-être et des séminaires sur la résilience comme solution au mal-être professionnel. Oui. Que signifie le fait de réaffirmer que la réponse au stress n'est pas de rendre les individus plus forts, mais de rendre le travail plus sain et plus humain ?